Quand j'avais 17 ans, ma famille a déménagé à 2 États de là, sans me le dire. Ils ont laissé un mot qui disait « Tu te débrouilleras ». 12 ans plus tard, après que j'ai finalement réussi sans eux, ils ont essayé de reprendre contact. Quand j'avais 17 ans, je suis rentré dans une maison complètement vide, avec un mot sur le comptoir de la cuisine. C'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais lue. Il disait simplement « Tu te débrouilleras ». Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Je m'étais dit qu'ils étaient juste fatigués de faire semblant de m'aimer. Mais la vérité, c'est qu'ils n'avaient même jamais fait semblant. Quand j'avais 13 ans, j'ai préparé toute seule un gâteau d'anniversaire pour ma mère, pour l'entendre ensuite le qualifier de grumeleux. À 15 ans, j'ai donné des cours de soutien à mon frère pour ses examens finaux. Pendant tout ce temps, il me traitait de Madame je sais tout et me claquait la porte au nez. À 16 ans, j'ai donné l'intégralité de mon salaire à mon père pour qu'il puisse payer les factures. Pourtant, je me suis fait crier dessus lorsque j'en ai parlé plus tard, après qu'il m'ait traité d'inutile. J'étais toujours utile, mais jamais aimé. Mes parents et mon frère, ma seule famille, avaient fait leur bagage et déménagé à 2 États de là sans me prévenir. Je l'ai appris par le propriétaire une semaine plus tard. Je n'avais qu'une semaine pour déménager, car ils avaient résilié le bail par anticipation. J'ai dormi chez un ami pendant 3 nuits, avant de ne plus avoir d'endroit où aller. Finalement, j'ai fini par dormir au fond d'un box de stockage, que j'avais loué avec mes dernières économies. Je m'y faufilais en cachette pour dormir, je me douchais au 1K, et je mangeais du beurre de cacahuète à la cuillère pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Je postulais à des emplois sur les ordinateurs gratuits de la bibliothèque, et je faisais semblant que tout allait bien. Finalement, j'ai été embauché comme serveuse dans un dîner pour le service de nuit. La gérante était bourrue, mais juste. Elle me payait en liquide, sous la table, jusqu'à ce que je puisse obtenir une pièce d'identité. Elle m'a même laissé faire une sieste dans la salle de repos une fois, alors que je m'effondrais presque d'épuisement. Je me suis battu avec acharnement pour m'en sortir. J'ai acheté un téléphone prépayé, j'ai conservé le moindre reçu, et j'ai regardé des tutoriels gratuits sur YouTube concernant les finances et la fixation d'objectifs. La première année, j'ai à peine survécu, mais j'ai tenu le coup. Le tournant s'est produit lorsqu'un client régulier du restaurant m'a proposé un travail temporaire, consistant à nettoyer des dossiers de bureau. Ça payait le triple de ce que je gagnais en tant que serveuse. J'ai dit oui. Ce travail a mené à un autre, puis à un autre. J'ai appris rapidement, j'arrivais en avance, et je posais des questions. À 22 ans, je travaillais à mon compte à temps plein. À 25 ans, j'ai lancé mon entreprise de conseil, juste moi, une table pliante et un ordinateur portable emprunté. À 27 ans, j'avais 5 prestataires sous mes ordres, mon propre bureau, et une liste de clients comprenant des entreprises dont je rêvais autrefois. Et à 29 ans, j'étais officiellement millionnaire. Pas une influenceuse millionnaire, ni une millionnaire qui fait semblant pour Instagram. J'avais de vraies économies avec un compte retraite, aucune dette, un appartement entièrement payé, et une assurance maladie que je pouvais m'offrir. La première fois que j'ai vu l'application de ma banque afficher un nombre à 7 chiffres, j'ai pleuré. Pendant toutes ces années difficiles, ma famille n'a jamais cherché à me contacter, pas même une seule fois. J'ai vu le profil de mon frère apparaître dans une liste d'amis suggérés un jour. Il est marié maintenant, et vit toujours dans l'état où ils ont disparu. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, me demandant s'il avait un jour parlé de moi à sa femme, s'il lui avait dit que j'avais fugué, ou s'il ne disait rien du tout. Parfois, je me demande encore s'il n'aurait pas été plus facile de les détester. Mais en vérité, ce n'était jamais de la haine. C'était juste un cœur brisé. Je suis une thérapie maintenant, parce que je veux rester intact. J'ai dressé une liste des personnes qui m'ont sauvé quand elles n'y étaient pas obligées, comme des collègues, des camarades de classe, et des inconnus qui m'ont montré à quoi ressemble un véritable soutien. La semaine dernière, une interview en podcast que j'ai faite sur ma survie à cette rupture familiale a explosé en ligne. Elle a atteint 1 million de vues en 4 jours. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de soutien, de gratitude, et d'inconnus me disant que j'avais mis des mots sur leur douleur. Et puis, un email s'est démarqué. L'objet était « Tu es toujours notre fille ». C'était de ma mère. Aucune excuse, juste un paragraphe expliquant qu'elle avait entendu ma version, et que nous pourrions peut-être en parler. Ensuite, un autre message, cette fois de mon frère, « Tu nous manques. Pouvons-nous arranger ça ?»
J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de fermer l'ordinateur portable. Je suis resté là, avec ces messages, me demandant si guérir signifiait regarder en arrière, ou bien continuer d'avancer. Je n'ai pas répondu tout de suite, car j'avais besoin de temps pour digérer la situation. Ma thérapeute, Mélissa, m'a suggéré de prendre au moins une semaine avant de prendre la moindre décision. Donnez-vous l'espace de ressentir tout ce qui survient, a-t-elle dit lors de notre séance. Il n'y a pas d'urgence à répondre. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis concentré sur le travail, je suis allé à la salle de sport, j'ai dîné avec des amis. Des choses normales. Mais ces emails me hantaient. Je n'arrêtais pas de les ouvrir, de les lire, et de les refermer. Le message de ma mère semblait froid, clinique, presque comme si elle contactait une vague connaissance. Celui de mon frère était plus court, mais paraissait d'une certaine manière plus sincère. Je ne pouvais pas arrêter de penser à eux. Au bout de 10 jours, j'ai décidé de répondre à mon frère en premier. Juste quelque chose de simple. J'ai écrit, cela fait 12 ans. Qu'est-ce qui a changé? Puis, j'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Il a dit que le podcast lui avait fait réaliser ce qu'ils avaient fait. Il a affirmé qu'il n'avait que 15 ans quand ils m'ont laissé, et qu'il n'avait pas le choix. Il a ajouté qu'il s'était toujours posé des questions sur moi, qu'il m'avait cherché en ligne à quelques reprises au fil des ans, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de me contacter. Il a aussi dit que me voir réussir le rendait fier. Je n'y ai pas cru, du moins pas totalement. S'il était si inquiet, pourquoi attendre que je réussisse publiquement? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Son email suivant a été plus long. Il a admis que l'argent se faisait rare pour eux, que l'entreprise de mes parents avait fait faillite, que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant, et que les factures médicales s'accumulaient. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était là, la vraie raison. Je n'ai pas répondu pendant une autre semaine. Ensuite, ma mère a envoyé un email de suivi avec d'anciennes photos de famille en pièces jointes. Des photos de moi bébé, des photos de nous à la plage quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, des photos de Michael et moi en train de construire un bonhomme de neige. Des moments heureux qui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Au bas de l'email, elle a écrit « Nous avons fait des erreurs. Nous voulons nous racheter ». J'ai montré les emails à Mélissa lors de notre séance suivante. Elle m'a rappelé que j'avais le contrôle, que je pouvais fixer des limites, et que je ne leur devais rien. Mais elle a aussi dit qu'une conclusion pourrait m'aider à aller de l'avant, que cela signifie une réconciliation ou des adieux définitifs. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me sentais partagé. Une part de moi voulait leur dire d'aller au diable. Une autre part voulait comprendre pourquoi ils m'avaient laissé. Et une minuscule part de moi, tout à fait stupide, voulait encore qu'ils m'aiment. J'ai décidé de rencontrer mon frère en premier. Juste lui, pas nos parents. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café à Chicago, à mi-chemin entre nos lieux de résidence. J'ai pris l'avion ce matin-là, je me suis installé à l'hôtel, et j'ai essayé de calmer mes nerfs. J'ai failli annuler à 3 reprises, mais à 14 heures, je suis entré dans ce café et je l'ai vu immédiatement. Il avait l'air plus vieux, plus lourd, avec des cheveux clairsemés, mais ses yeux étaient les mêmes. Il s'est levé quand il m'a vu, maladroit et incertain. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Nous nous sommes simplement assis l'un en face de l'autre avec nos cafés, comme des étrangers. Les 20 premières minutes ont été pénibles, de petites conversations sur la météo, sur mon vol, sur son trajet. Puis il a commencé à s'excuser. « Emma, je suis tellement désolé », a dit Michael, la voix brisée. Je n'étais qu'un gamin quand c'est arrivé. Je ne savais pas qu'il prévoyait de te laisser derrière jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'avais trop peur de leur tenir tête. Je me suis contenté d'écouter, observant son visage à la recherche de signes de tromperie. Il semblait sincère, mais j'avais déjà été dupé auparavant. Je lui ai posé la question qui me hantait depuis 12 ans, pourquoi moi? Pourquoi étais-je celle qu'ils ont laissée derrière? Il a baissé les yeux vers son café. Ils t'ont toujours considéré comme la personne forte, l'indépendante, celle qui s'en sortirait très bien toute seule. Ils pensaient que tu n'avais pas autant besoin d'eux que moi. Ils se sont convaincus que tu serais mieux sans eux. C'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je lui ai parlé du box de stockage, du fait d'avoir mangé du beurre de cacahuète pendant des semaines, des douches au Inca, et du travail de nuit à 17 ans. Son visage s'est décomposé.
Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Ils m'ont dit que tu avais un plan, que tu voulais rester, que tu allais vivre avec la famille d'une amie, et que tu avais choisi de te séparer de nous. Que des mensonges. À la fin de notre rencontre, je ne savais plus quoi penser. Il avait l'air véritablement plein de remords. Il m'a montré des photos de sa femme et de sa fille, m'a parlé de son travail de comptable, m'a posé des questions sur mon entreprise. Et ne m'a pas directement demandé d'argent, ce qui m'a surprise. Quand nous nous sommes quittés, il m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je ne lui ai pas rendu son étreinte. Je suis resté là, les bras le long du corps, ne ressentant rien. De retour à mon hôtel, j'ai appelé Mélissa et je lui ai tout raconté. Elle m'a fait remarquer que, bien que mon frère ait semblé désolé, il se positionnait toujours en tant que victime plutôt que de reconnaître son rôle dans mon abandon. Elle avait raison. Il avait 15 ans, pas 5. Il était assez grand pour décrocher un téléphone, assez grand pour envoyer un email, et assez grand pour prendre de mes nouvelles à un moment ou un autre au cours de ces 12 années. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je ne lui avais pas donné mon numéro, alors Michael avait dû le faire. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix semblait plus âgée, plus éraillée. Elle a pleuré quand j'ai dit allô. Elle a commencé à dire à quel point elle était fière de moi, comment elle avait toujours su que je réussirais, et à quel point j'étais spécial. Je l'ai laissé vider son sac, puis je lui ai posé la même question qu'à mon frère, pourquoi moi? Sa réponse a été différente. Nous étions endettés, Emma. Nous ne pouvions pas nous permettre de nourrir 3 bouches. Nous savions que tu étais assez intelligente pour t'en sortir seule. Nous pensions que tu irais voir les services sociaux, et que tu serais placée dans une meilleure famille. Nous pensions te rendre service. Je lui ai raccroché au nez, j'ai immédiatement bloqué son numéro, j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce, et j'ai hurlé dans un oreiller. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de mon père. Le premier contact en 12 ans. Il ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, il a écrit sur la dureté de leur vie, sur les factures médicales et les entreprises en faillite. Il a mentionné que la femme de Michael devait se faire opérer, et qu'ils étaient menacés d'expulsion. Puis, tout à la fin, il a demandé si je pouvais aider la famille. Pas une seule question sur ma vie, pas une seule reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. J'ai transféré l'email à Mélissa avec pour objet, et voilà. Elle m'a appelé immédiatement, même si c'était dimanche. Nous avons parlé pendant 1 heure des limites à fixer, de la différence entre le pardon et la réconciliation, de la distinction entre aider quelqu'un et l'encourager dans ses travers. Nous avons discuté de ce que je voulais réellement, par rapport à ce que je pensais devoir vouloir. Le lundi matin, j'avais pris ma décision. J'ai envoyé un email à mon frère. Je lui ai dit que j'étais contente que nous nous soyons rencontrés, que je comprenais qu'il était dans une situation difficile quand nous étions plus jeunes. Que j'étais disposée à avoir une relation avec lui et sa famille, mais avec des limites claires, pas d'argent, pas de prêt, aucun soutien financier d'aucune sorte, et aucune relation avec nos parents tant qu'ils n'auraient pas assumé l'entière responsabilité de leurs actes. Sa réponse a été immédiate et révélatrice. Je suis vraiment déçu, Emma, a-t-il écrit. Nos parents ont vraiment besoin d'aide. La famille devrait se soutenir mutuellement. Tu es égoïste avec ta réussite. Tous les boutons de culpabilité qu'il m'avait installés dans l'enfance se sont enclenchés en même temps. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris rendez-vous avec Mélissa et j'ai réservé des vacances à Bali. J'avais besoin d'espace pour tout assimiler. 3 jours plus tard, Michael a appelé. Il a laissé un message vocal s'excusant pour son email. Il a dit qu'il comprenait ma position, qu'il voulait toujours une relation selon mes conditions, et qu'il respecterait mes limites. Je l'ai écouté 2 fois, essayant de déterminer s'il était sincère ou s'il changeait simplement de tactique. J'ai décidé de lui donner une dernière chance, mais en gardant ma garde haute. Je suis quand même parti à Bali. J'ai passé 2 semaines sur la plage, à faire de la randonnée à travers les rizières, et à méditer. J'avais besoin de cette distance. À mon retour, j'avais 6 nouveaux emails de mon père, chacun plus désespéré que le précédent. Je n'ai pas lu au-delà des objets. J'avais également un SMS de Michael me demandant si nous pouvions nous reparler. J'ai accepté un appel téléphonique, rien de plus. L'appel a bien commencé. Il s'est de nouveau excusé d'avoir insisté. J'ai beaucoup repensé à ce que tu m'as dit, a-t-il déclaré.
Je suis en thérapie maintenant, moi aussi. J'ai cru cette partie. Il semblait différent, moins sur la défensive. Nous avons parlé de ses enfants, de mon entreprise, de choses normales. Puis, il a mentionné que nos parents venaient lui rendre visite le week-end suivant. Il a demandé si j'envisagerais de les rencontrer, juste pour 1 heure, dans un lieu public. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je ne suis pas prête pour ça, Michael. Il a un peu insisté, mais a reculé quand je suis restée silencieuse. Après avoir raccroché, j'ai appelé Melissa. Nous avons eu une séance d'urgence ce soir-là. Elle m'a aidé à réaliser que j'avais peur de les voir, non pas parce que je les détestais, mais parce que je cherchais toujours leur approbation. Je voulais toujours qu'ils m'aiment. Je voulais toujours être assez bien pour eux. C'était pathétique, mais c'était vrai. J'ai pleuré pendant 1 heure dans son bureau. Le lendemain, Michael a de nouveau envoyé un SMS. Il a dit que notre mère avait pleuré toute la nuit après qu'il lui a annoncé que je ne voulais pas les rencontrer. Il a ajouté que notre père parlait de conduire jusqu'à ma ville de toute façon. J'ai été prise de panique. J'ai immédiatement bloqué le numéro de Michael. Puis, j'ai appelé mon assistante pour lui dire que je travaillerais à domicile cette semaine-là. J'ai commandé mes courses en livraison. En gros, je me suis cachée dans mon appartement comme une enfant effrayée. Le mercredi, le portier m'a appelé pour m'informer qu'un couple demandait à me voir. Il refusait de donner leur nom. J'ai su instantanément de qui il s'agissait. Je lui ai dit que je n'acceptais pas de visiteurs. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. C'est mon père, Emma. Nous avons conduit 8 heures pour te voir, disait sa voix en colère. Tu te comportes de manière puérile. Nous méritons une chance de nous expliquer. J'ai supprimé le message et j'ai éteint mon téléphone. Le jeudi matin, j'ai été réveillé par quelqu'un qui tambourinait à ma porte. Je suis resté figé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. J'ai regardé par le Judas. C'était eux. Mes parents se tenaient dans mon couloir, comme s'ils avaient le moindre droit d'y être. Emma, s'il te plaît, la voix de ma mère filtrait à travers la porte. Nous voulons juste te parler. Nous savons que tu es là, a ajouté mon père. Nous t'aimons. Nous sommes désolés. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, en tremblant. Ils ont fini par partir. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble immédiatement. Je leur ai dit de ne plus jamais laisser monter ces personnes. Le gardien a semblé inquiet et m'a demandé si j'avais besoin de la police. J'ai répondu, non, ne les laissez juste pas monter. Ensuite, j'ai appelé Melissa. Elle est venue pendant sa pause déjeuner, m'a apporté un sandwich, et s'est assise avec moi pendant que je pleurais. Elle m'a dit que j'avais parfaitement le droit de fixer des limites, que je ne leur devais aucune rencontre, et que ce qu'ils faisaient s'apparentait à du harcèlement, et non à de la réconciliation. Après son départ, j'ai reçu un email de Michael. Il était furieux. Il a dit que j'avais humilié nos parents. Il a affirmé qu'ils séjournaient dans un motel bon marché qu'ils ne pouvaient pas se permettre, tellement ils étaient désespérés de me voir. Il a rappelé que sa femme devait se faire opérer le mois prochain, et qu'ils espéraient que je pourrais les aider. Il m'a traité de cruel. Je n'ai pas répondu. Le vendredi matin, j'ai décidé que je devais quitter la ville pour un moment. J'ai réservé un vol pour rendre visite à mon amie Rachel, à Portland. Elle avait fait partie des personnes qui m'avaient aidé lorsque j'étais sans abri. Elle m'avait laissé dormir sur son canapé pendant 1 semaine, quand je n'avais nulle part d'autre où aller. J'avais totalement confiance en elle. J'étais en train de jeter des vêtements dans une valise quand mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. 10 minutes plus tard, mon portier m'a appelé. Il m'a dit qu'il y avait une femme en bas, qui semblait avoir un problème médical. Il a ajouté qu'elle me demandait par mon nom, et prétendait être ma mère. J'ai eu la nausée. Je lui ai dit d'appeler une ambulance si elle avait besoin d'aide, mais que je ne descendrais pas. Il avait l'air mal à l'aise, mais a accepté. J'ai fini de faire mes valises et je suis descendu 1 heure plus tard. J'ai vérifié le hall prudemment avant d'entrer. Aucune trace d'eux. Je me suis senti soulagé, mais aussi étrangement coupable. Le portier m'a jeté un regard bizarre quand je suis passé. Il m'a dit que l'ambulance était venue, que la femme avait ressenti des douleurs à la poitrine,
et qu'elle avait été emmenée à l'hôpital Mémorial. J'ai hoché la tête et je me suis dépêché de rejoindre mon Uber qui m'attendait. À l'aéroport, j'ai reçu un autre appel de Michael. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Maman a fait une crise cardiaque, a-t-il dit en pleurant. Elle est en salle d'opération. C'est de ta faute, à cause du stress que tu lui as causé. Je lui ai raccroché au nez, et j'ai plutôt appelé Mélissa. Elle a répondu immédiatement. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et je lui ai demandé si j'étais une personne horrible. Emma, écoute-moi, m'a-t-elle dit fermement. Tu n'es pas responsable de la santé de ta mère. Cela ressemble à une nouvelle tactique de manipulation. Prends ton avion et prends soin de toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé le week-end avec Rachel et je lui ai tout raconté. Elle se souvenait du moment où ma famille m'avait abandonné. Elle se souvenait à quel point j'avais été brisé, et elle était furieuse pour moi. Il ne mérite pas une minute de ton temps, a-t-elle dit en me servant un autre verre de vin. Pas après ce qu'ils t'ont fait. Ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un d'aussi résolument de mon côté. Le dimanche soir, j'ai reçu un email de mon père. Ma mère était stable. On lui avait posé un stent et elle allait sortir mardi. L'email se terminait par « Elle demande à te voir. Ne penses-tu pas que tu nous as assez punis ?» J'ai montré le message à Rachel. Elle a levé les yeux au ciel avec tellement de force que j'ai cru qu'ils allaient se coincer, puis m'a dit que c'était un cas d'école de culpabilisation. Je savais qu'elle avait raison, mais une part de moi se sentait toujours responsable. Je suis rentré chez moi le lundi, et j'ai trouvé des fleurs devant la porte de mon appartement. La carte disait « S'il te plaît, appelle-nous. Nous logeons au Holiday Inn jusqu'à mercredi. » Aucune excuse, aucune reconnaissance de mes limites, juste une nouvelle exigence. J'ai jeté les fleurs dans le vide-ordures. Le mardi matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo de ma mère dans un lit d'hôpital, l'air pâle et toute petite. Le message disait qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps. Veux-tu vraiment vivre avec ce regret? J'ai bloqué le numéro, et j'ai appelé Mélissa. Elle m'a suggéré de faire une pause des réseaux sociaux, de changer de numéro, voire de séjourner chez une amie pour un temps. J'ai accepté. J'ai appelé mon assistante pour lui annoncer que je travaillerais à distance pendant 2 semaines, et j'ai préparé un autre sac. Avant que je puisse partir, mon portier m'a rappelé. Il m'a informé qu'une jeune femme en bas demandait à me voir. Il a précisé qu'elle était accompagnée d'un enfant en bas âge, et qu'elle prétendait être ma belle-sœur. Je me sentais coincé. Ces gens ne s'arrêteraient donc jamais. J'ai dit au portier de la faire monter, décidé à affronter la situation de front. La femme qui a frappé à ma porte avait l'air épuisée. Elle avait des cernes sombres sous les yeux, et tenait un enfant endormi contre son épaule. « Je suis Jenny », a-t-elle dit doucement. La femme de Michael. Je suis venue seule, parce que je voulais te parler sans le drame familial. Je l'ai fait entrer à contre-cœur. Je lui ai offert de l'eau, qu'elle a acceptée avec gratitude. Jenny a déposé sa fille endormie sur mon canapé, en l'abordant avec une couverture. Puis, elle s'est assise à la table de ma cuisine et a commencé à parler. Je n'ai appris ton existence qu'il y a 3 ans, a-t-elle avoué. Michael m'avait dit que tu avais fugué à 17 ans, et coupé tout contact avec la famille. J'ai toujours trouvé ça étrange, mais je n'ai jamais insisté. Entendre ton podcast a été un choc. Je l'ai confronté, et il a fini par admettre la vérité. Je me suis contenté d'écouter, ne sachant plus quoi croire. Jenny semblait sincère. Je suis horrifié par ce qu'ils t'ont fait, a-t-elle poursuivi. J'ai insisté pour que Michael te contacte, mais je n'avais aucune idée qu'ils allaient te demander de l'argent. J'en suis honteuse et en colère. Oui, j'ai besoin d'une opération pour un problème de thyroïde, mais nous avons une assurance. Tes parents sont ceux qui ont des problèmes financiers. Pas nous. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu mérites de connaître toute la vérité, a-t-elle dit. Tes parents ont raconté à tout le monde que tu avais abandonné la famille, que tu étais mentalement instable, que tu leur avais volé de l'argent avant de disparaître, et qu'ils avaient passé des années à te chercher. Que des mensonges pour dissimuler ce qu'ils avaient fait. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Comment sais-tu que c'est vrai? Elle a sorti son téléphone, et m'a montré des publications Facebook datant de plusieurs années.
Ma mère demandant des prières pour retrouver sa fille perturbée. Mon père affirmant que j'avais pris leurs économies avant de m'enfuir. Des messages sur l'embauche de détectives privés, sur les recherches dans des refuges pour sans-abri. Tout cela soigneusement orchestré pour les faire passer pour des victimes. Toutes ces publications dataient de plusieurs années après qu'il m'ait abandonné. Jenny s'est excusée d'avoir fait partie de tout ça, même involontairement. Elle a ajouté qu'elle avait aussi confronté mes parents. Qu'ils lui avaient tout avoué quand elle avait menacé de raconter la vérité à toute la famille. Qu'ils étaient désespérés aujourd'hui, car leurs mensonges s'effondraient. Que mon podcast avait poussé les gens à poser des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Sa fille s'est réveillée à ce moment-là. Une petite fille mignonne, avec des cheveux bouclés. C'est Lily, a dit Jenny doucement. Elle a 3 ans. J'attends une autre petite fille. Je veux que mes enfants connaissent leur tante, mais seulement si tu le souhaites aussi. Aucune pression, aucune culpabilité. Juste une porte ouverte si jamais tu choisis de la franchir. Après leur départ, je suis restée assise dans mon appartement pendant des heures pour tout assimiler. J'ai rappelé Mélissa et je lui ai raconté tout ce que Jenny avait dit. Elle n'était pas surprise. Les agresseurs contrôlent souvent le récit, a-t-elle expliqué. Ils créent des réalités alternatives où ils sont les victimes. Elle m'a demandé ce que je voulais faire maintenant. Honnêtement, je ne savais pas. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre email de mon père. Celui-ci était différent. En colère, menaçant. Il disait que si je racontais des mensonges sur eux en ligne, ils me poursuivraient pour diffamation. Il affirmait qu'ils avaient des preuves que je les avais volées. Il a ajouté qu'ils iraient voir les médias avec leur version des faits si je ne retirais pas le podcast et ne présentais pas d'excuses publiques. Il disait attendre une compensation financière pour les dommages causés à leur réputation. Je l'ai transféré à Mélissa, puis à mon avocat, Marcus. Il m'a appelé immédiatement. C'est une menace en l'air, m'a-t-il rassuré. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Conservez tout, mais ne répondez pas. Je m'en occuperai s'il dépose vraiment quelque chose, ce dont je doute fortement. Les gens qui comptent réellement engager des poursuites ne l'annoncent généralement pas à l'avance. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Michael. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Il avait l'air paniqué. Emma, Jenny m'a dit qu'elle est allée te voir. Nos parents sont furieux. Ils disent des choses horribles sur elle maintenant, aussi. J'ai peur qu'ils tentent quelque chose de désespéré. S'il te plaît, rappelle-moi sur le téléphone de Jenny, pas sur le mien. Je ne savais plus quoi croire. J'ai rappelé Marcus. Il m'a suggéré de rencontrer Michael et Jenny dans un lieu public, en sa présence en tant qu'avocat, juste pour les écouter. J'ai accepté à contre-cœur. Nous avons organisé une rencontre dans un restaurant près du bureau de Marcus, pour le lendemain. Ils sont arrivés à l'heure. Tous deux avaient l'air en piteux état, stressés, épuisés. Jenny avait un bleu sur le bras qu'elle essayait constamment de cacher. Michael n'arrivait pas à établir un contact visuel. Je suis Marcus, l'avocat d'Emma, s'est-il présenté en s'asseyant, ce qui a fait tressaillir Michael. Mais nous nous sommes assis, avons commandé du café, et ils ont commencé à parler. L'histoire qui en est ressortie était pire que ce que j'avais imaginé. Mes parents vivaient au crochet de Michael depuis des années, s'installant chez lui puis repartant, prenant de l'argent pour des urgences, gardant ses enfants tout en critiquant son éducation. Quand Jenny les avait confrontés à mon sujet, mon père l'avait saisi par le bras assez fort pour lui laisser des marques. Michael les avait mis à la porte. Il séjournait désormais dans un motel, appelait sans cesse, et se pointait à son travail. J'ai écouté sans interrompre, regardant mon frère s'effondrer en décrivant comment nos parents l'avaient contrôlé toute sa vie. Comment il l'avait convaincu que je les avais abandonnés. Comment il avait eu trop peur pour remettre en question leur version des faits, comment il s'était retrouvé piégé dans leur toile de manipulation et de mensonges pendant 12 ans, et à quel point il était terrifié qu'ils s'en prennent à Jenny ou aux enfants. Marcus a posé des questions prudentes sur les liens financiers, sur les titres de propriété et les comptes bancaires, demandant si mes parents possédaient les clés de leur maison. Michael a répondu à tout. Il a expliqué qu'il s'était porté garant de son prêt immobilier, que son père était toujours sur son compte bancaire depuis l'époque où il était à l'université, qu'ils avaient des clés de rechange, et qu'il connaissait tous ses mots de passe. Marcus prenait des notes, me lançant des regards de temps en temps. À la fin de la réunion, je me sentais vidé, mais j'y voyais plus clair.
Il ne s'agissait plus seulement de moi désormais. Michael et Jenny étaient eux aussi des victimes, à leur manière. Différentes de la mienne, mais ils étaient toujours pris au piège. Marcus leur a suggéré de consulter leur propre avocat. Il leur a donné la carte d'un confrère, et leur a conseillé de changer immédiatement leur serrure, leur mot de passe et leur compte bancaire. Ils ont hoché la tête, semblant dépassés, mais reconnaissants. Au moment de partir, Michael m'a prise dans ses bras. Cette fois-ci, je le lui ai rendu. Ce n'était pas un pardon. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Une reconnaissance du fait que nous avions tous les deux été blessés par les mêmes personnes, et que nous pourrions peut-être nous aider mutuellement à guérir. Cette nuit-là, j'ai reçu une série de SMS de plus en plus délirants provenant des numéros de mes parents. Accusations, menaces, culpabilisation. Je les ai tous bloqués. Ensuite, j'ai appelé Jenny. Je lui ai demandé s'ils étaient en sécurité. Elle a répondu que oui, qu'ils avaient changé les serrures et avaient dormi chez des amis la nuit précédente. Nous envisageons de demander une ordonnance d'éloignement, a-t-elle ajouté. Je me suis senti soulagé, mais toujours inquiète. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par la sonnerie de mon téléphone. C'était Jenny, hystérique. Ils sont entrés par effraction dans notre maison, a-t-elle sangloté. Ils ont pris les photos de bébé de Lily, des documents importants, et l'ordinateur portable de Michael. Ils ont laissé un mot, les affaires de famille doivent rester dans la famille. Je lui ai dit d'appeler la police sur le champ, et que je les retrouverai chez eux. J'ai appelé Marcus en chemin. Quand je suis arrivé, il y avait une voiture de police devant leur maison. Un agent prenait les dépositions dans le salon. L'endroit était dans un état lamentable, tiroirs sortis, papiers éparpillés. Michael était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Jenny désignait les objets manquants à l'officier. Je me suis présenté comme étant de la famille, venu pour les aider. L'agent semblait sceptique à l'idée que des grands-parents aient pu s'introduire par effraction. Êtes-vous sûr qu'ils n'ont pas simplement utilisé une clé, a-t-il demandé. C'est peut-être un malentendu. Jenny lui a montré l'échymose sur son bras, lui a parlé de l'escalade de leur comportement, des menaces, et du fait qu'il les harcelait. Il a pris des notes, mais ne semblait pas convaincu. Il a dit que, sans preuve, il serait difficile d'établir qui avait fait le coup. Après le départ de la police, nous avons rangé ensemble. Nous avons constaté qu'il manquait encore d'autres objets, des albums photos, des documents financiers, et la clé de rechange de leur voiture. Michael avait l'air abattu. C'est ma faute, a-t-il dit. J'aurais dû mieux protéger ma famille. J'aurais dû leur tenir tête il y a des années. J'aurais dû te chercher davantage. Je ne l'ai pas contredit, mais je n'en ai pas rajouté non plus. Nous avions dépassé ce stade. Marcus est arrivé alors que nous terminions. Il a jeté un regard sombre autour de lui. Il a dit que cela changeait la donne. Qu'il fallait tout documenter. Qu'une introduction par effraction était un crime grave. Que nous devions tous loger ailleurs pendant quelques jours, et qu'il nous aiderait à déposer des demandes d'ordonnance d'éloignement d'urgence dès le lendemain matin. Nous avons hoché la tête, trop épuisés pour discuter. Jenny a préparé des sacs pour eux, tandis que Michael et moi avons sécurisé la maison du mieux que nous le pouvions. Nous avons de nouveau changé les serrures, vérifié les fenêtres, et discuté de caméras de sécurité. C'était surréaliste de prendre de telles précautions contre nos propres parents, mais c'était aussi nécessaire. Ils avaient franchi une limite qui ne permettait aucun retour en arrière. Alors que nous nous apprêtions à partir, Michael a reçu un SMS de notre père. Seulement 3 mots, nous vous surveillons. Il me l'a montré, les mains tremblantes. J'ai fait une capture d'écran, et je l'ai envoyé à Marcus. J'ai alors pris une décision, je leur ai dit qu'ils allaient venir s'installer chez moi. Mon immeuble disposait d'un service de sécurité, de caméras, et d'un portier qui savait déjà qu'il ne devait pas laisser entrer nos parents. Ils ont accepté avec gratitude. Ce soir-là, nous avons tous les 4 mangé des plats à emporter dans mon salon. Lily jouait avec les jouets que Jenny avait emballés. Nous avons parlé calmement des prochaines étapes, des ordonnances d'éloignement, des rapports de police, du changement des numéros de téléphone et des adresses e-mail. Nous avons évoqué la possibilité de déménager, et la façon de se protéger à long terme. Ce n'était pas la réunion de famille que j'avais imaginée. Assise là, avec ce frère qui m'avait laissé être abandonné, sa femme qui avait cru au mensonge à mon sujet,
et leur fille qui était innocente dans tout cela. Mais d'une certaine façon, cela semblait juste. C'était comme si nous affrontions enfin la vérité ensemble. Comme si peut-être, juste peut-être, nous pouvions construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que nos parents avaient détruit. Le lendemain matin, Marcus a appelé pour nous informer qu'il avait déposé des demandes d'ordonnance d'éloignement d'urgence pour nous tous. Il a précisé que nous devrions nous présenter au tribunal la semaine suivante pour les rendre définitives. Il a également signalé l'effraction à un détective de sa connaissance, qui prenait l'affaire plus au sérieux que les agents intervenus sur place. Il nous a conseillé de rester tous ensemble jusqu'à ce que la situation soit réglée. J'ai accepté. J'ai appelé mon assistante pour l'informer que je travaillerais à domicile pour une durée indéterminée, en raison d'une urgence familiale. Elle a compris et a réorganisé mon emploi du temps. J'ai aménagé un espace de travail dans ma chambre d'amis pour Michael, qui devait lui aussi travailler à distance. Jenny et Lily ont réquisitionné mon salon, construisant des cabanes en coussins et regardant des dessins animés. C'était étrange d'avoir du monde dans mon espace. J'avais vécu seul pendant des années, j'aimais mes routines tranquilles, mes comptoirs propres, mon évier vide. Mais il y avait aussi quelque chose de réconfortant dans ce bruit. Dans les rires de Lily, dans les légers fredonnements de Jenny pendant qu'elle pliait le linge, dans le bruit du clavier de Michael depuis l'autre pièce. C'était comme avoir une famille. Pas la famille qui m'avait abandonné, mais peut-être celle que nous pourrions devenir. Cet après-midi-là, mon portier a appelé pour m'informer d'une livraison de fleurs. Je lui ai demandé de lire la carte avant de les faire monter. Il l'a lu à haute voix, « Nous savons où vous êtes tous. Ce n'est pas terminé. » Je lui ai dit de refuser la livraison et d'appeler la police si le livreur refusait de les reprendre. Ensuite, j'ai rappelé Marcus. Il m'a répondu qu'il ajouterait cela à notre dossier, que ça renforçait notre demande d'ordonnance d'éloignement, et que nous faisions tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas parlé des fleurs à Michael ou à Jenny. Ils étaient déjà assez stressés. À la place, j'ai commandé plus de courses, j'ai préparé le dîner pour tout le monde, j'ai joué avec Lily, et j'ai essayé de créer un semblant de normalité dans cette situation bizarre. Mais cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, je me suis assise seule dans ma cuisine, et je me suis enfin autorisé à tout ressentir. La peur, la colère, le chagrin, et cet étrange espoir. J'ai pleuré en silence dans un torchon pour que personne ne m'entende. Le lendemain matin, Jenny m'a trouvé en train de préparer du café, et m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti en disant que oui, mais elle ne m'a pas cru. Elle s'est assise au comptoir. C'est normal de ne pas aller bien, Emma, m'a-t-elle dit doucement. Moi non plus, ça ne va pas. Michael pleure sous la douche, là où il pense que personne ne l'entend. Lily n'arrête pas de demander quand on pourra rentrer à la maison. Toute cette situation est terrible, mais je suis reconnaissante que nous l'affrontions ensemble. J'ai regardé cette femme que je connaissais à peine, et qui, d'une manière ou d'une autre, faisait désormais partie de ma vie. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue me voir ce premier jour, pourquoi elle avait choisi de me croire moi, plutôt que la famille qu'elle connaissait depuis des années. Elle a souri tristement. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche avec tes parents, a-t-elle expliqué. Par rapport aux histoires qu'ils racontaient, et à la façon dont ils contrôlaient Michael. Le podcast a confirmé mes soupçons. Je ne pouvais pas laisser mes filles grandir en pensant qu'abandonner un enfant est acceptable. Nous nous sommes alors serrés dans les bras pour la première fois. C'était maladroit, mais sincère. Comme le début de quelque chose. Pas exactement de l'amitié, pas encore, mais de la compréhension, de la solidarité, et une détermination commune à briser le cycle de maltraitance qui nous avait tous détruits. Les quelques jours suivants se sont inscrits dans une routine. Travailler, cuisiner, jouer avec Lily, faire le point avec Marcus, sursauter aux bruits inattendus, tressaillir quand les téléphones sonnaient. Nous vivions dans des limbes étranges, entre normalité domestique et tension sous-jacente. Nous étions en sécurité, mais pas en paix. Ensemble, mais toujours en pleine guérison. Une famille, mais toujours en train d'apprendre ce que cela signifiait. Le vendredi, Marcus a appelé pour nous donner des nouvelles. Le détective avait trouvé des preuves, les caméras de sécurité d'une station-service près de la maison de Michael avaient filmé la voiture de nos parents garée à cet endroit, à l'heure de l'effraction. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement était fixée au lundi. Il était confiant dans le fait que nous l'obtiendrions. Nous nous sommes tous sentis soulagés, mais toujours anxieux. Toujours dans l'attente de la prochaine escalade.
Elle a eu lieu cette nuit-là. Une brique a été jetée à travers la vitre de la voiture de Michael, dans le parking souterrain. Pas de mots cette fois. Inutile. Le message était clair. Les caméras de sécurité de l'immeuble ont montré un homme portant une casquette de baseball, le visage soigneusement détourné des objectifs. Nous ne pouvions pas prouver que c'était notre père, mais nous le savions tous. Nous avons déposé un autre rapport de police, nous l'avons ajouté à notre dossier, et nous avons essayé de ne pas laisser Lily voir à quel point nous étions effrayés. Le dimanche soir, nous nous sommes assis ensemble pour préparer un plan en vue du tribunal. Ce qu'il fallait porter, ce qu'il fallait dire, quelles preuves apporter, comment expliquer notre histoire familiale sans paraître fou. Comment faire comprendre au juge le schéma de l'escalade, et comment nous protéger légalement et physiquement. C'était surréaliste de parler de nos parents de cette manière. Comme si nous parlions d'inconnus, de dangereux inconnus qui partageaient par hasard notre ADN. Pendant que nous discutions, mon téléphone a émis un son pour m'avertir d'un email de ma mère. L'objet était « Dernière chance ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Il était court, juste une ligne, « Si tu vas au tribunal demain, tu le regretteras pour le reste de ta vie ». Je l'ai montré à Marcus, qui était resté pour le dîner. Il a fait une capture d'écran, l'a ajouté à notre dossier, et m'a dit de ne pas répondre. Il m'a assuré que ce genre de menace ne ferait que renforcer notre dossier. Cette nuit-là, aucun d'entre nous n'a bien dormi. Je n'arrêtais pas de vérifier mes serrures, d'écouter le moindre bruit, de me demander ce que mes parents allaient faire ensuite. Me demandant si nous réagissions de manière excessive, ou si au contraire, nous sous-estimions la situation. Me demandant comment ma vie en était arrivée là, d'adolescente abandonnée à femme d'affaires accomplie, pour finalement me retrouver terré dans mon propre appartement, à me cacher des personnes qui m'avaient donné la vie. Le lundi matin est arrivé avec un calme étrange. Nous nous sommes habillés avec soin, une tenue de ville décontractée, respectable, qui inspirait confiance. Jenny s'est arrangée pour qu'une amie garde Lily. Nous avons conduit jusqu'au tribunal dans des voitures séparées, juste au cas où, et nous avons retrouvé Marcus sur les marches, à l'extérieur. Il avait l'air confiant, sa mallette à la main. Il nous a dit qu'il avait géré des dizaines d'affaires comme celle-ci, que les preuves étaient solides, que les juges prenaient les menaces au sérieux, et que nous serions protégés. Alors que nous entrions dans le palais de justice, je les ai repérés. Mes parents se tenaient près de l'entrée. Ils paraissaient plus vieux que dans mes souvenirs, plus petits d'une certaine manière. Ma mère m'a vu en premier et a fait un mouvement vers moi. Mon père lui a attrapé le bras et l'a retenu. Ils nous ont regardés passer, sans parler, sans essayer de s'approcher. Ils nous fixaient simplement avec un mélange de colère et d'autre chose, quelque chose qui aurait pu être de la peur. Nous sommes passés devant eux pour entrer dans le bâtiment, nous avons passé la sécurité, avons suivi Marcus jusqu'à la bonne salle d'audience, et nous nous sommes assis ensemble sur un banc, en attendant que notre affaire soit appelée. Je pouvais sentir mes parents entrer derrière nous. Je pouvais deviner qu'ils s'asseyaient de l'autre côté de la pièce, je pouvais presque entendre leur chuchotement, mais je ne me suis pas retourné. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, me concentrant sur ma respiration. Le juge a appelé notre affaire. Nous nous sommes levés, avons avancé et avons pris nos places. Marcus a présenté nos preuves calmement, les fractions, les SMS menaçants, les fleurs, la brique, l'email, et l'historique d'abandon et de manipulation. Le juge a écouté attentivement, a posé des questions pour clarifier certains points, et a regardé nos parents avec une inquiétude grandissante. Quand ce fut leur tour, mes parents se sont approchés de la barre. Pas d'avocat, juste eux. Mon père a parlé le premier. Il a affirmé que nous exagérions, qu'ils essayaient simplement de renouer avec leur famille, qu'ils n'avaient jamais enfreint la moindre loi, qu'ils nous aimaient et voulaient se racheter. Que tout cela n'était qu'un malentendu, qui avait pris des proportions démesurées. Le juge l'a interrogé sur les images de vidéosurveillance et les messages de menaces. Mon père a tout nié, il a dit que ce n'était pas eux sur les images, que leur SMS était mal interprété, et que c'était eux les victimes ici, pas nous. Ma mère hochait la tête, s'épongeant parfois les yeux avec un mouchoir. Puis, le juge leur a posé une question directe sur mon abandon à l'âge de 17 ans. Mon père a hésité, et a commencé à parler des adolescents difficiles, de décisions compliquées, du fait qu'ils avaient fait ce qu'ils pensaient être le mieux. Le juge l'a coupé, et a reposé sa question directement, « Avez-vous laissé votre enfant mineur seul, et déménagé dans un autre état ?» Mon père a baissé les yeux, et a marmonné quelque chose à propos de difficultés financières.
L'expression du juge s'est durcie. Après avoir entendu les deux parties, le juge a accordé nos ordonnances d'éloignement. 3 ans. Aucun contact, interdiction de s'approcher de nos domiciles ou de nos lieux de travail, interdiction d'envoyer des messages par l'intermédiaire de tiers. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Mes parents semblaient abasourdis. Comme s'ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Comme s'ils n'avaient jamais fait face à des conséquences auparavant. Alors que nous quittions la salle d'audience, ma mère a appelé mon nom juste une fois. Doucement. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai senti un poids s'alléger à chaque pas. Ce n'était pas encore la guérison, pas tout à fait, mais c'en était le début. C'était la première véritable limite qui ne pourrait être franchie sans de graves conséquences. Dehors, Marcus nous a tous serré la main. Il nous a dit que nous avions bien géré la situation, que les ordonnances étaient solides. Il nous a demandé de l'appeler immédiatement en cas de violation, ajoutant qu'il était fier de nous pour nous être défendus. Nous l'avons remercié, nous sentant hébétés mais soulagés, comme des survivants d'une catastrophe naturelle clignant des yeux face à la lumière du soleil. Michael m'a prise dans ses bras sur les marches du tribunal. Un vrai câlin, cette fois. Je suis désolé, Emma, a-t-il dit, la voix brisée. Pour tout. De ne pas t'avoir protégé à l'époque, de ne pas t'avoir retrouvé plus tôt, d'avoir cru à leurs mensonges, et d'avoir ramené ce chaos dans ta vie. Je l'ai étreint en retour, et je lui ai assuré que nous allions nous en sortir, que nous avions l'un l'autre maintenant, et que nous pouvions construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. En marchant vers nos voitures, j'ai senti mon téléphone vibrer, un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas le consulter, mais quand je l'ai fait, un frisson m'a parcouru. C'était une photo de Lily chez son amie, en train de jouer dans le jardin, sans se douter qu'elle était surveillée. En dessous, juste 4 mots, ce n'est pas encore terminé. J'ai immédiatement montré le SMS à Michael. Son visage est devenu livide. Il a appelé Jenny, qui était déjà en route pour récupérer Lily. Je leur ai dit de nous rejoindre à mon appartement. Ensuite, j'ai appelé Marcus depuis la voiture, les mains tremblantes à tel point que j'arrivais à peine à tenir le téléphone. Il m'a dit de lui transférer le SMS et de rentrer directement chez moi. Il a ajouté qu'il appellerait la police et nous y retrouverait, que c'était une violation évidente de l'ordonnance d'éloignement, et qu'il fallait rester calme mais vigilant. Le trajet de retour m'a semblé interminable. Je n'arrêtais pas de regarder dans mes rétroviseurs, paranoïaque à l'idée que mes parents me suivent. Quand je suis enfin entré dans le parking de mon immeuble, je suis resté dans ma voiture pendant 1 minute. Juste à respirer, à essayer de reprendre mes esprits avant de faire face à Michael et Jenny. Ils avaient besoin que je sois forte à ce moment-là. Je les ai trouvés déjà installés dans mon appartement. Jenny serrait Lily contre elle comme si elle allait disparaître. La pauvre petite avait l'air confuse et effrayée. Michael faisait les 100 pas, se passant les mains dans les cheveux encore et encore. Je leur ai montré le message. Jenny s'est mise à pleurer, disant qu'il surveillait son bébé, et qu'elle ne se pardonnerait jamais s'il arrivait quelque chose à Lily. Michael a passé ses bras autour d'elle deux, arborant un air plus déterminé que je ne lui avais jamais vu. Marcus est arrivé 20 minutes plus tard, accompagné de 2 policiers. Ils ont pris nos dépositions, ont examiné le SMS, ont passé quelques appels, et ont dit qu'ils allaient envoyer une patrouille à la maison de l'ami pour vérifier. Ils ont assuré qu'ils essaieraient de retracer le numéro, et qu'ils augmenteraient les rondes autour de mon immeuble. Que des mesures appropriées. Mais je pouvais voir qu'ils ne comprenaient pas pleinement à quel point mes parents pouvaient être dangereux, imprévisibles et désespérés. Après le départ de la police, nous nous sommes assis dans mon salon, essayant de déterminer les prochaines étapes. Jenny a suggéré d'aller dans un hôtel sous de faux noms. Michael pensait que nous devrions conduire jusqu'à la maison de son cousin, à quelques états de là. Je restais simplement assise là, ma colère montant de minute en minute. C'était des conneries. Nous avions tout fait dans les règles. Suivi toutes les voies légales, obtenu nos ordonnances d'éloignement, et ils continuaient à nous terroriser, à contrôler nos vies par la peur. Je me suis levé brusquement. J'en ai fini de fuir, ai-je déclaré. Fini de me cacher, fini de les laisser dicter la façon dont je mène ma vie. Ils m'ont déjà volé mon enfance. Je ne vais pas leur donner ma vie d'adulte en plus. Michael m'a regardé comme si j'étais folle. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Honnêtement, je ne le savais pas encore, mais je savais que nous ne pouvions pas continuer à vivre ainsi.
Cette nuit-là, nous avons monté la garde à tour de rôle pendant que les autres dormaient. J'ai pris le premier tour, m'asseyant près de la fenêtre de mon salon, toutes lumières éteintes, à observer la rue en contrebas. Vers 2 heures du matin, j'ai repéré une voiture que j'ai reconnue, la vieille Buick de mon père. Elle a fait 3 fois le tour du pâté de maison, avant de se garer de l'autre côté de la rue. J'ai pris des photos avec mon téléphone, puis j'ai réveillé Michael. Nous avons observé ensemble notre père, assis dans sa voiture, se contentant de fixer mon immeuble. Sans s'approcher, sans violer techniquement l'ordonnance d'éloignement, juste pour nous faire savoir qu'il était là, à observer, à attendre. Au matin, j'ai envoyé les photos à Marcus. Il a dit que c'était préoccupant, mais pas techniquement une violation puisque mon père était resté dans sa voiture, à l'écart du bâtiment. Il a recommandé de continuer à tout documenter, et a ajouté qu'il avait de nouveau parlé au détective. J'ai raccroché, frustré. Le système judiciaire avait ses limites. Les ordonnances d'éloignement n'étaient que des morceaux de papier. Elles ne pouvaient pas arrêter quelqu'un de déterminé à vous faire du mal. Jenny et Michael ont décidé d'emmener Lily dans un hôtel pour quelques jours, un endroit avec des couloirs intérieurs et une bonne sécurité. Je les ai aidés à faire leurs bagages, je les ai serrés dans mes bras pour leur dire au revoir, et j'ai promis de prendre de leurs nouvelles toutes les 2 heures. Après leur départ, je suis restée assise dans mon appartement vide, me sentant étrangement calme. Comme si j'avais atteint une sorte de point de décision, comme si je ne pouvais plus continuer à vivre dans ces limbes. J'ai appelé Melissa, je lui ai tout raconté, et je lui ai demandé ce qu'elle pensait que je devrais faire. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Puis, elle m'a posé une question qui m'a frappé de plein fouet, qu'est-ce que tu attends réellement de tes parents? Pas ce que je ne voulais pas, ni ce dont j'avais peur, mais ce que je désirais activement. J'ai réalisé que je n'y avais jamais vraiment réfléchi de cette manière. Après avoir raccroché, j'ai fait une liste. Ce que je voulais, 1. Vivre sans peur. 2. Avoir une relation avec mon frère et sa famille. 3. Cesser de me sentir responsable des actes de mes parents. 4. Être libéré du passé. La réconciliation avec mes parents ne figurait nulle part sur cette liste. Le pardon n'y était pas. La compréhension des raisons qui les avaient poussés à agir ainsi n'y était pas. Je voulais simplement être libéré d'eux. Cet après-midi-là, j'ai fait une chose folle. J'ai envoyé un email à mes parents. Juste un court message, je sais que vous surveillez mon immeuble. Je sais que vous ne vous arrêterez pas. Alors, parlons-en une dernière fois. Demain, midi. Le café sur la 8e rue. Juste moi. Ni police, ni avocat. Après ça, vous nous laissez tous tranquilles pour toujours. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Je ne l'ai dit ni à Michael, ni à Jenny. Je n'en ai parlé ni à Marcus, ni à Melissa. C'était quelque chose que je devais faire moi-même, pour moi-même. Je n'étais pas assez naïf pour penser que mes parents deviendraient soudainement des personnes raisonnables, mais j'avais besoin de les affronter selon mes propres termes. J'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur, de mettre fin à ce cycle une bonne fois pour toutes. Mon père a répondu quelques minutes plus tard, simplement, nous y serons. Pas de menace, pas de tentative de culpabilisation, juste une confirmation. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. Pas physiquement, mais mentalement. À réfléchir à ce que je voulais dire, à ce que j'avais besoin qu'ils entendent, aux limites que je devais fixer. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, comme si le fait d'avoir pris une décision m'avait délesté d'un poids. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Pas pour les impressionner, mais juste pour me sentir forte, confiante. J'ai pris un Uber pour aller au café, arrivant 15 minutes en avance. J'ai choisi une table dans le coin du fond, d'où je pouvais voir la porte sans être immédiatement visible de l'extérieur. J'ai commandé un café dont je ne voulais pas vraiment. Je suis resté là à attendre, étonnamment calme. Ils sont arrivés à midi pile. Ils paraissaient plus vieux qu'au tribunal, plus fatigués. Ma mère m'a repéré en premier et a donné un coup de coude à mon père. Ils se sont dirigés vers moi lentement, comme s'ils s'approchaient d'un animal sauvage prêt à déguerpir, et se sont assis face à moi sans dire un mot. Nous nous sommes simplement regardés pendant un long moment. Ces étrangers qui étaient mes parents, ces gens qui m'avaient façonné d'une manière qu'ils ne comprendraient jamais. J'ai parlé la première. Je n'ai pas organisé cette rencontre pour me réconcilier, pour vous donner de l'argent, ou pour entendre des excuses.
Je l'ai fait pour vous faire comprendre une chose, c'est fini. Vous avez perdu. Et pas seulement le procès. Vous m'avez perdu moi, vous avez perdu Michael. Vous avez perdu vos petits-enfants, et vous avez perdu toute chance de faire partie de nos vies. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, si vous continuez à nous traquer, à nous menacer, et à essayer de forcer votre retour, je vous détruirai. Mon père a voulu m'interrompre. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Puis, j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré des captures d'écran de tous leurs messages menaçants, de la photo de Lily, des emails. J'ai envoyé des copies à tous les gens de votre entourage. Vos frères et sœurs, votre église, vos voisins, vos employeurs, tout le monde. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai si vous contactez à nouveau l'un d'entre nous. Si vous vous approchez de nos domiciles. Si vous osez seulement mentionner nos noms à quiconque que nous connaissons. Ma mère a commencé à pleurer. Nous voulons juste retrouver notre famille. Nous avons fait des erreurs, mais nous méritons une autre chance. Nous vieillissons et nous ne voulons pas mourir seuls. Je l'ai regardé pendant un long moment. Vous auriez dû y penser avant d'abandonner votre fille de 17 ans. Avant de mentir à tout le monde sur ce que vous aviez fait. Avant de vous introduire par effraction chez Michael, et avant de menacer votre propre petite fille. Mon père s'est alors mis en colère. Tu es une ingrate. Tu as toujours été difficile. Tu as monté ton frère contre nous. Tu nous dois tout pour t'avoir élevé. Je me suis contenté de rire. De lui rire vraiment au nez. Pensez-vous réellement avoir droit à de la gratitude pour avoir fait le strict minimum en tant que parent pendant 17 ans, avant de m'abandonner complètement? Pensez-vous que votre éducation a été si brillante que je devrais vous en remercier? Il n'a rien su répondre à cela. Il est resté assis, le visage rouge, en silence. Ma mère pleurait toujours, mais je ne ressentais rien. Pas de culpabilité, pas de compassion. Juste une froide lucidité, ces gens n'allaient jamais changer, n'allaient jamais prendre leurs responsabilités, et ne seraient jamais les parents que je méritais. Je me suis levé pour partir. C'est votre dernier avertissement. La prochaine fois que vous violerez l'ordonnance d'éloignement. Je ne me contenterai pas d'appeler la police. Je ferai en sorte que tous ceux que vous connaissez comprennent exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. J'ai les ressources nécessaires pour vous rendre la vie très difficile si vous m'y forcez. Je n'ai pas envie de le faire, mais je le ferai pour protéger ma famille. Ma vraie famille, Michael, Jenny, Lily, et les personnes que j'ai choisies. Alors que je m'éloignais, ma mère m'a interpellé. Nous détestes-tu vraiment à ce point? Je me suis arrêté et me suis retourné. Je ne vous déteste pas. Je ne ressens rien pour vous. Vous êtes des étrangers pour moi maintenant, et c'est votre perte, pas la mienne. Je suis sorti de ce café en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai appelé Michael depuis le trottoir pour tout lui raconter. Il a d'abord été contrarié que je les ai rencontrés seuls, puis inquiet qu'ils puissent se venger. Mais surtout, il a semblé soulagé que quelqu'un leur ait enfin tenu tête directement. Il a dit qu'il aurait aimé avoir le courage de le faire des années plus tôt. Je suis retourné à mon appartement, j'ai préparé un sac, et j'ai décidé de rejoindre Michael et sa famille à leur hôtel pendant quelques jours, juste par sécurité. Quand je suis arrivé, Lily a couru pour me serrer dans ses bras. Tata Emma, m'a-t-elle appelé pour la première fois. J'ai failli pleurer. Jenny m'a aussi prise dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, et qu'elle espérait que je trouverais enfin un peu de paix. Michael m'a simplement serré l'épaule. Aucun mot n'était nécessaire. Nous avons passé les quelques jours suivants dans une attente étrange. Attendant que mes parents fassent le prochain pas, vérifiant constamment nos téléphones, sursautant aux bruits inattendus. Mais rien ne s'est passé. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail, aucune apparition de leur voiture. Juste le silence. Au bout d'une semaine, Michael et Jenny ont décidé de rentrer chez eux. Ils ont de nouveau changé toutes leurs serrures, ont installé des caméras de sécurité, ont prévu de mettre leur maison en vente, et ont commencé à chercher des logements plus proches de ma ville. Je suis aussi rentré à mon appartement. De retour au travail, de retour à une vie presque normale. 2 semaines se sont écoulées, puis 1 mois. Aucune nouvelle de mes parents. Marcus prenait de nos nouvelles régulièrement. Il a indiqué que le détective avait confirmé qu'ils étaient retournés dans leur état d'origine. Les ordonnances d'éloignement étaient toujours en vigueur.
Il nous a conseillé de rester vigilants, mais d'essayer d'aller de l'avant avec nos vies. Ce que nous avons fait, petit à petit. Michael a trouvé un nouveau travail dans ma ville. Jenny a inscrit Lily à l'école maternelle. Ils ont acheté une maison à 20 minutes de mon appartement. Nous dînions ensemble tous les dimanches. Nous avons commencé à construire de nouvelles traditions, de nouveaux souvenirs. Un nouveau type de famille, basé sur le choix plutôt que sur l'obligation. Je m'attendais toujours à ressentir quelque chose vis-à-vis de mes parents, du chagrin peut-être, ou de la culpabilité, ou de la colère. Mais je ressentais surtout du soulagement, comme si j'avais enfin posé un lourd fardeau que je traînais depuis mes 17 ans. Comme si je pouvais enfin me concentrer sur l'avenir, au lieu du passé. 6 mois après la confrontation au café, j'ai reçu une lettre de ma mère, transférée par l'intermédiaire de Marcus pour que mon adresse reste privée. J'ai failli ne pas l'ouvrir, j'ai failli la jeter sans la lire. Mais la curiosité l'a emportée. Elle était courte, juste quelques paragraphes. Pas d'excuses bidons cette fois, pas d'exigence. Juste la reconnaissance qu'ils m'avaient profondément blessé, qu'ils avaient échoué en tant que parents. Ils comprenaient pourquoi je ne voulais rien avoir à faire avec eux, ajoutant qu'ils suivaient une thérapie, qu'ils respecteraient les ordonnances d'éloignement, et qu'ils espéraient qu'un jour je serais prête à entendre de véritables excuses. Tout en comprenant si ce jour n'arrivait jamais. Je l'ai montré à Michael. Il avait reçu une lettre similaire. Nous en avons discuté autour du dîner ce soir-là, pour savoir si c'était sincère, si cela changeait quoi que ce soit, et si nous pourrions un jour leur faire de nouveau confiance. Nous ne sommes parvenus à aucune conclusion, acceptant simplement de prendre les choses un jour à la fois, de donner la priorité à notre guérison, et de protéger la famille que nous étions en train de construire. Je garde la lettre dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que je suis prête à pardonner, ni parce que je souhaite une réconciliation, mais parce qu'elle représente quelque chose d'important, la reconnaissance, enfin, par mes parents de mon droit à fixer des limites. De mon droit à choisir qui je laisse entrer dans ma vie, et de mon droit à définir ma famille selon mes propres termes. La semaine dernière, Lily a fêté son 4e anniversaire. Michael et Jenny m'ont invité à les aider à l'organiser. Nous l'avons célébré dans mon appartement. Il y avait des ballons partout, un gâteau que j'avais commandé dans une pâtisserie chic, et des cadeaux empilés sur la table basse. Lily courait partout dans une robe de princesse, en riant. Jenny prenait des photos. Michael faisait des grillades sur mon balcon. Des amis sont passés tout au long de la journée. Tant de bruit. Tant de joie. À un moment donné, je me suis isolé dans la cuisine un instant, observant simplement depuis l'embrasure de la porte Michael faire tourner Lily en rond, pendant que Jenny riait d'une remarque d'un ami. En voyant mon appartement, autrefois si vide et silencieux, rempli de vie et d'amour, j'ai repensé à ce mot laissé sur le comptoir de ma cuisine il y a 12 ans. Tu te débrouilleras. Et c'était le cas. Pas de la manière dont il l'entendait, mais j'avais compris ce que devait être une famille, à quoi devait ressembler l'amour, et ce que j'avais mérité depuis toujours. Je ne dis pas que tout est parfait maintenant. J'ai encore des problèmes de confiance. Je vais toujours en thérapie chaque semaine. Je fais parfois encore des cauchemars où je me fais abandonner. Je sursaute encore quand ma sonnette retentit à l'improviste. Mais je guéris. Nous guérissons tous, en construisant quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés de notre passé. Quelque chose de plus fort, quelque chose de choisi, quelque chose de vrai. Parfois, les gens me demandent si je me réconcilierai un jour avec mes parents, si je les laisserai un jour rencontrer Lily, ou si je leur pardonnerai un jour ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas encore de réponse à ces questions. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais ce dont je suis sûr, c'est ceci, je ne suis plus défini par ce qu'ils m'ont fait. Je suis défini par ce que j'ai construit ensuite, par la personne que j'ai choisi de devenir, et par la famille que j'ai choisi de créer.